d'ouvrir cette réunion de restitution que nous faisons aujourd'hui devant vous après un processus de concertation volontaire menée sous l'autorité de M. le Garant, M. de Molins. Il nous a accompagnés au titre de la Commission nationale du débat public dans ce processus. L'idée de ce soir, bien évidemment, c'est de vous rendre compte de la manière selon laquelle Aéroport de Lille, qui a en charge de conduire le projet de modernisation de l'infrastructure, ainsi que le SMALIM, ont pris en compte un certain nombre de vos observations faites tout au long des différents ateliers que nous avons menés et qui, je le rappelle, ont rassemblé à peu près presque 500 personnes, même si les conditions de nos échanges n'étaient pas simples. Sanitaire oblige, nous n'avons pu mener qu'une seule réunion en présentiel et j'espère que dans les mois à venir, pour les opérations suivantes, nous pourrons le faire de vive voix. Vous avez en tête que nous avons l'intention avec Aéroport de Lille de présenter au cours de ce semestre l'étude environnementale et le permis de construire pour cette opération de modernisation. Ce sera en cela le début d'une nouvelle étape de concertation et d'expertise. Expertise du dossier que nous demanderons aux autorités de l'État de bien vouloir examiner, mais également enquête publique qui aura lieu à la suite du dépôt de ces documents pour à nouveau enrichir, partager, aller plus loin. Un mot pour en terminer sur mon intervention, c'est que j'ai voulu, avec Aéroport de Lille, nous avons voulu être dans la plus grande transparence sur cette opération de modernisation qui a un impact, bien évidemment, dont nous sommes conscients, dans l'environnement immédiat de l'aéroport. Je pense bien sûr aux riverains, je pense bien sûr aux élus qui relaient les inquiétudes, les points de vigilance qui sont formulés par les riverains. Et donc cette première étape n'est pas une fin en soi, elle a déjà permis de progresser et j'imagine que nous pourrons encore progresser à l'occasion de cette prochaine étape qui sera celle de l'enquête publique officielle cette fois-ci. Je ne veux pas être beaucoup plus long. Je propose que nous enseignions sur les interventions suivantes ou sur la présentation du compte-rendu de cette concertation volontaire. Merci Monsieur Coulon, bonsoir à tous. Donc, je suis Aurélie Pic, c'est moi qui animerai notre réunion ce soir. Je vais vous présenter rapidement le déroulé de cette réunion pour ensuite passer la parole à Monsieur Desmoulins, garant de la concertation. Donc, l'introduction, on est en train de la terminer et c'est Monsieur Desmoulins qui la terminera. Ensuite, l'aéroport de Lille présentera son bilan et puis les décisions qu'il a prises à l'issue de cette concertation, la manière dont il a intégré, pris en compte les différentes contributions dans la poursuite de son projet. Et puis ensuite, on se donnera le temps nécessaire pour échanger avec l'ensemble des participants sur ces différents éléments. Je reviendrai au moment de vous passer la parole sur les modalités pour lever la main. L'idée, c'est de laisser le maître d'ouvrage dérouler sa présentation qui sera relativement courte pour qu'on puisse passer assez vite aux échanges. Je vous réexpliquerai à ce moment-là la manière de prendre la main, parce que vous aurez remarqué que les micros sont coupés pour des raisons de confort collectif d'audition. Évidemment, à l'issue de la présentation du maître d'ouvrage, vous pourrez poser et contribuer autant que vous le souhaiterez via un petit bouton qui vous permet de lever la main et qui me permet à moi d'ouvrir les micros au fur et à mesure pour que chacun puisse s'exprimer sur les éléments qui lui conviennent. Sans plus attendre, je passe la parole à Monsieur Desmoulins, qui est garant de la concertation. Merci beaucoup Aurélie, bonjour à tous. En préambule, je voudrais simplement dire que la concertation préalable s'est avérée tout à fait positive, vue sous l'angle du garant, grâce à la fois aux actions positives du maître d'ouvrage et du public et aux propositions faites par le public. Les recommandations que j'ai pu faire ont été prises en considération par le maître d'ouvrage. Je crois que c'est une bonne chose, je le remercie. Et ça témoigne du climat de confiance qui a pu s'établir tout au long de cette concertation préalable. Et je ne doute pas que ce climat de confiance perdure dans le suivi de cette concertation.
Alors, quelques mots sur ce bilan. Si vous pouvez passer le slide suivant, Aurélie. Quelques rappels pour le garant. Le garant veille à la transparence, à la sincérité, à l'argumentation des propositions afin d'enrichir, de légitimer et de démocratiser la décision. Merci. Alors, le bilan du garant a été rendu public le 18 décembre. En février, le maître d'ouvrage Aéroport de Lille a demandé la nomination d'un garant pour la suite du processus. Le 17 février, le maître d'ouvrage Aéroport de Lille a rendu son bilan qui est maintenant directement accessible sur son site. Et la CNDP a désigné un garant, Laurent de Molins, le 3 mars 2021 pour poursuivre. Il y a sur le site, et vous verrez sur le site, l'adresse email du garant pour pouvoir lui adresser toute correspondance. Les recommandations du garant, elles sont au nombre de 7. Elles ont encore une fois été prises en compte par le maître d'ouvrage. Première recommandation, participer activement à la réduction des nuisances sonores. C'est en cours avec différentes actions menées par l'aéroport de Lille et aussi avec la CCE. Prendre toute disposition pour établir un lien régulier et de confiance avec les habitants directement concernés par les nuisances sonores. Il y a eu une réunion en janvier. Cette réunion est aussi une occasion de tisser ce lien régulier. Parfaitement relayé au sein de la CCE les attentes de la population en matière de lutte contre les nuisances sonores. C'est en cours et je sais que l'Aéroport de Lille a pris attache avec le préfet de région sur ce sujet-là. Maintenir la possibilité de poser de nouvelles questions, le site le permet. Garantir jusqu'à l'enquête publique via le site internet Modernisons Aéroport de Lille l'accès au déroulé de la concertation préalable et au déroulé de la concertation, c'est une chose réalisée. Actualiser l'avancée du projet, le suivi des engagements pris par le MO, le site effectivement répond à cette demande. Et enfin, assurer des rencontres en nombre suffisant avec les élus des collectivités territoriales concernées par le projet. Là aussi, c'est une recommandation que le maître d'ouvrage a fait sienne et je m'en réjouis. Désormais, le garant veille à suivre facilement, à ce qu'on puisse suivre facilement les étapes d'avancement du projet, à ce que le public puisse participer à certaines des décisions clés prises par le MO, ou qu'il soit parfaitement informé des décisions clés prises par le MO. Enfin, je veillerai bien entendu à ce que les engagements pris par le maître d'ouvrage après la concertation préalable soient tenus. Et à ce jour, j'ai confiance dans le fait que les engagements pris seront effectivement bien suivis par le maître d'ouvrage. Voilà, si vous voulez, la vision du garant. Et pour terminer, le rapport du garant figure sur le site de Modernisons l'aéroport de Lille. Merci. Très bien, merci Monsieur Desmolins. Et peut-être pour rappeler effectivement que votre rôle initialement s'arrêtait en décembre après la dernière réunion et en discussion, en concertation, on se dit que ça avait du sens de garder ce rôle d'objectivité dans les débats. Et donc, n'hésitez pas à me challenger si vous pensez que mon discours n'est pas tout à fait transparent et correct. Donc, voilà, je pense qu'on va enchaîner avec les différentes, effectivement, les différentes leçons de cette concertation. Tout d'abord, un bref rappel. Donc, mon intervention va durer une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, ne vous inquiétez pas, mais il y a quand même beaucoup d'éléments. Vous savez qu'on a organisé une conférence de presse il y a un mois, qu'on a mis la documentation, effectivement, que je vais vous présenter ici, était sur le site. Donc, vous avez, certains d'entre vous ont peut-être ou sans doute eu le temps de se l'approprier. Mais voilà, je pense que c'était important de la passer en revue et de vous l'expliquer de vive voix pour voir justement les points importants auxquels nous avons attiré l'attention pendant cette concertation.
Donc, tout d'abord, un bref rappel, je ne vais pas m'étendre longtemps parce que vous commencez à connaître le projet. Les 3 objectifs du projet de modernisation. Tout d'abord, il y a une série d'investissements qui doivent être réalisés pour répondre aux évolutions réglementaires. Il y a clairement une saturation du terminal avant le Covid, naturellement. L'objectif est d'améliorer les conditions d'accueil des passagers. Donc ça, c'est un objectif numéro 2. Et puis, 3e objectif, proposer des destinations adaptées aux besoins des habitants de la région et de la métropole. Effectivement, on a eu, durant la concertation, une série de demandes, soit d'augmentation de fréquence, soit de nouvelles liaisons vis-à-vis de passagers potentiels. Au niveau des travaux, effectivement, il y a une partie des travaux qui sont situés sur l'aérogare, donc c'est la partie, le petit triangle rouge, mais il y a bien d'autres projets qui doivent également être exécutés, comme les taxiways le long des pistes, les accotements sur la piste principale. Il y a tout un chemin de ronde qui doit être réalisé pour des raisons de sécurité aéroportuaire. La dépose minute que vous connaissez bien pour monter au niveau de départ va être déconstruite. Voilà, il y a toute une série d'aménagements qui ont lieu et qui auront lieu. Donc effectivement, au niveau je vais revenir là-dessus, au niveau du timing et du délai d'exécution du projet de modernisation, comme nous l'avions présenté précédemment, on va retarder vraisemblablement l'exécution même des travaux, même si on continue sur le permis de construire et sur l'autorisation environnementale. Mais il y a toute une série de mises aux normes réglementaires qui doivent être réalisées et que nous réaliserons en temps et en heure. Et je pense à la première échéance importante, c'est la mise aux normes du screening des bagages, du traitement des bagages, qui doit être fait avant 2023. C'est un projet qui est déjà lancé et qui va effectivement être mis en œuvre dans les prochains mois. On a également, on s'est engagé à réaliser avant 2025 la réalisation des accotements de pistes qui devront effectivement être réalisés. Et donc les projets d'analyse vont être lancés rapidement. Donc en ce qui concerne de nouveau l'impact de la crise, comme vous le savez, nous sommes fortement impactés comme tous les aéroports. Actuellement, en janvier-février, nous sommes toujours à 25% du trafic de 2019, donc encore tout à fait en plein dans la crise. Nous n'avons pas une visibilité claire sur le retour à la normale, et c'est pour ça que nous avons dessiné 2 grands scénarios, un avec un retour à la normale en 2023 et une saturation, donc la ligne rouge que vous voyez sur l'écran qui correspond à la zone de saturation de l'aéroport. Donc le projet le plus optimiste ou le scénario le plus optimiste, c'est un retour et une atteinte de la saturation en 2023-2024, et un scénario plus pessimiste qui c'est entre 2027 et 2028. Voilà, de nouveau, il faut attendre d'être sorti de la crise pour réellement se rendre compte de l'impact à long terme et également à court terme sur l'évolution du trafic. Rappel au sujet des coûts de financement, donc on parle d'un projet de 100 millions d'euros qui est financé entièrement par le maître d'ouvrage du projet. Donc on rappelle qu'il n'y a pas du tout de financement de la région ou de la MEL sur la modernisation et l'exploitation pour les 20 prochaines années de l'aéroport. Important, avant de rentrer réellement dans les contributions, entre-temps, nous avons reçu un avis de cadrage de l'autorité environnementale. Donc, nous avions remis une note en avril-mai 2020 concernant tout le développement, une note de cadrage préalable qui s'appelle, donc avec une explication à l'autorité environnementale de notre projet et de la méthodologie que nous allions appliquer. Donc, nous avons reçu en retour de l'AE le 13 janvier la réponse à cette note de cadrage. Mais il faut faire attention, donc ce n'est pas encore une réponse sur le fond, mais plus sur la forme. Donc notre méthodologie est confirmée, ils comprennent, ils entendent et admettent que le terminal est saturé, clairement qu'il faut remettre à jour et désengorger finalement ce terminal par rapport au trafic de 2019.
La méthodologie a été tout à fait acceptée et ils nous ont demandé de faire des études complémentaires que nous n'avions pas mentionnées à ce stade au sujet de la pollution lumineuse et des vibrations, chose que nous mettons en route pour pouvoir toujours déposer le permis de construire et l'autorisation environnementale à la fin de ce semestre. Donc, en ce qui concerne maintenant les constats de cette concertation préalable, tout d'abord, voilà, il y a les premières conclusions, c'est qu'effectivement, la mise aux normes réglementaires, c'est un point qui doit absolument être... il n'y a pas de discussion finalement au niveau des autorités, au niveau même des associations, que voilà, il y a certaines normes qui doivent être respectées, on doit être en ligne avec la loi. Il y a eu beaucoup de contributions concernant l'amélioration de l'accueil des passagers, hein, avec ici la citation d'une personne. Je pense que la métropole mérite un vrai aéroport digne de ce nom. Effectivement, c'est l'aéroport des Hauts-de-France. Au nord de Paris, c'est le seul aéroport qui offre un trafic commercial de ce niveau. Et c'est l'objectif à terme de continuer de servir son territoire. Et c'est quelque chose qui a été reconnu. Il y a clairement une reconnaissance également de l'attractivité du territoire et de l'importance de drainer le territoire, que ce soit au niveau tourisme, mais également économique. Il y a beaucoup que ce soit un public français et même européen. Et donc, comme je le disais également, un souhait de développer des nouvelles destinations pour, comme on dit, ne pas rentrer en concurrence directe avec le train, ni développer du transatlantique, mais créer un pôle d'attractivité dans un rayon de 800 km autour de l'île. Constat suivant, donc des objectifs effectivement qui ont été questionnés au regard de la crise. Donc clairement, nous sommes confrontés à cette crise sanitaire. Donc ce qui est important, c'est qu'on ne remet pas en question le projet en lui-même, mais on le décale dans le temps. Donc clairement, on va en discussion donc avec M. Coulon et avec l'AMEL et la région de France par rapport à ce qui avait été proposé au niveau de l'appel d'offres. Dans un commun accord, on se rend compte qu'effectivement le trafic n'est pas là pour l'instant et qu'il faut avoir une vue claire des nouveaux seuils de saturation avant d'entreprendre l'exécution même du projet. Alors, sur le slide suivant, donc de nombreuses inquiétudes qui ont été exprimées sur les nuisances sonores, donc des riverains inquiets à raison, des questions sur les trajectoires et le type d'aéronefs qui sont prévus dans le business plan, et des attentes fortes effectivement pour minimiser, réduire et limiter les nuisances sonores dans les prochaines années. Donc c'est clairement un volet qui a été pris en compte et auquel nous avons fait attention, et nous mettrons en œuvre des actions pour limiter les nuisances sonores. En ce qui concerne la desserte de l'aéroport, également quelque chose que nous avons pris en compte. On se rend bien compte que les transports en commun sont limités. Déjà au moment de l'offre, on s'était rendu compte, et dans le projet initial, il y a toute une série d'actions qui avaient été mises en œuvre pour justement à terme améliorer la desserte de l'aéroport, mais nous voulons aller plus loin et être un acteur de ce changement au niveau des autorités compétentes. En ce qui concerne l'étape suivante, les autres impacts, nécessité de réduire les émissions de carbone, de nouveau, là, nous étions conscients, ces discussions étaient intéressantes pour effectivement se rendre bien compte de la conscientisation du public. Et je vais revenir dessus. Tout ce qui est grande préoccupation sur l'artificialisation des sols, qui est venu également de la préfecture, également de la région, en plus des riverains. Une vigilance sur la qualité de l'air au niveau de
de la métropole et effectivement une analyse des avantages socio-économiques identifiés et attendus qui est toujours en cours et que nous accordons également de l'importance. Alors, une série de propositions également au sujet des aménagements. Je ne vais pas les lister ici, mais effectivement, une salle de change PMR, des espaces de jeux pour enfants. Donc, il y a toute une série de propositions qui ont été faites et auxquelles nous n'allons pas répondre aujourd'hui, mais effectivement, au moment du dépôt de permis de construire et dans la suite des discussions avec vous, avec le public, nous, en fonction des opportunités, nous reviendrons avec des choix clairs par rapport à ces demandes. Et des interrogations sur les études d'opportunités immobilières, de nouveau avec une incidence sur l'accessibilité de la plateforme et une incidence sur l'imperméabilisation des sols. Alors également un souhait d'une poursuite de l'information et du dialogue. Donc effectivement, je pense que cette concertation avait du sens. Le processus est encore long au niveau du dépôt de permis de construire et du permis vis-à-vis de l'autorité environnementale. Donc, on se rend compte que c'est important de garder le contact, de continuer à vous tenir informés sur nos choix et nos décisions, et également de recueillir vos avis par rapport justement aux choix que nous faisons. Donc, c'est l'objectif, jusqu'à l'enquête publique, de maintenir le dialogue. Alors, en ce qui concerne les décisions de l'aéroport de Lille suite à la concertation, ça devient le point important. Donc, nous avons pris toute une série de décisions complémentaires. Tout d'abord, au niveau des objectifs, donc comme je le disais, le premier point, c'est que le projet est maintenu dans ses finalités. Donc, le dimensionnement du projet reste le même. Donc, à terme, on se rend compte que l'aéroport est engorgé et c'est compliqué de faire un projet entre les deux. Donc, le projet, le jour où on décidera de l'exécuter, et la décision n'est pas encore prise naturellement, le jour où on décidera de l'exécuter, même en ayant le permis de construire, il y aura le dimensionnement qui était prévu au départ. Donc, il n'y a pas de changement dans le dimensionnement. Par contre, dans le calendrier des travaux, effectivement, on va l'exécuter d'une manière modulable et modulaire selon le rythme de la reprise du trafic. Alors, en ce qui concerne maintenant vraiment les impacts les uns après les autres, je pense que c'est important d'aller dans le détail. Donc, au niveau des nuisances sonores, il y avait déjà des actions. Donc, les premiers points, généralement, sont les actions qui ont été prises avant la concertation. Et dans le cadre gris que vous allez voir sur les diapositives suivantes, ce sont toutes les décisions qui ont été prises suite à la concertation préalable. Donc, les deux premiers points, modulation acoustique, c'est quelque chose que nous avions discuté avec les compagnies aériennes en septembre 2020 et qui ont été appliquées en 2021 afin d'augmenter finalement les redevances pendant la nuit, de limiter les redevances de parking pour attirer les avions finalement et rester basés ici la nuit et de ne pas faire d'atterrissage et décollage évidemment pendant les créneaux nocturnes. Et renouveler le système de mesure en 2022, en sachant que l'appel d'offres va être lancé en 2021, qu'il y a déjà une série de réunions et d'éléments qui seront discutés avec le CIVOM et avec les associations de riverains dans le courant de 2021. Donc, nous reviendrons vers vous dans le courant de cette année-ci pour réfléchir au nouveau système de mesure, même si l'appel d'offres se fera dans la fin d'année. Mais l'exécution même et le placement des nouvelles antennes et systèmes de mesure se fera en 2022. Suite à la concertation, par contre, et pendant la concertation, nous avons décidé de ne pas augmenter les vols de nuit d'ici 2039 et de prendre la même base de 2019. Donc, c'est clairement une limitation claire des vols de nuit et c'est quelque chose que nous allons couler dans une charte de développement durable que nous allons aussi négocier, mais je reviendrai dessus plus tard. Intensifier le dialogue avec les riverains. Bon, nous avons déjà organisé la réunion du 27 janvier, pour lequel un rapport a été également fait, a été communiqué à la préfecture et qui est disponible pour vous également.
contribution active à la CCE qui devait avoir lieu hier, qui a été reportée pour différentes raisons. Je pense qu'il y a une série d'associations qui sont peut-être présentes ici ce soir qui ont demandé que la réunion se passe en présentiel d'un côté. Et puis, il y avait des personnages clés, président du CIVOM, etc., qui ne pouvaient pas être présents ce soir. Et donc, la préfecture a décidé de reporter la réunion de la CCE. Ne vous inquiétez pas, elle aura bien lieu. Et une nouvelle date est en train d'être fixée par la préfecture. Troisième point, effectivement, questionner la DGAC sur toute mesure ou process contribuant à la réduction des nuisances sonores. Effectivement, nous serons actifs, une partie prenante et porte-parole également des riverains vis-à-vis de la DGAC et de la préfecture concernant les demandes de chacun. Donc ça, c'est l'impact des nuisances sonores. L'impact suivant, c'est sur la desserte. Donc effectivement, on avait déjà un objectif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à 5% de part modale de transport en commun. L'objectif en 2039 était d'atteindre 17% en augmentant la fréquence de la navette et en créant une gare routière. Nous avions également des parcs à vélo qui étaient proposés. Et entre-temps, effectivement, et vous l'avez vu pendant la concertation, nous avions invité l'ADIR, nous avions invité les représentants de la région afin de réfléchir sur un désengorgement du CRT et de l'accès à l'aéroport. Donc, nous sommes toujours en contact avec un plan d'action clairement qui est mis en place par la DIR Nord. Nous sommes également en contact avec les lignes arc-en-ciel pour justement créer des arrêts à l'aéroport sur les lignes de bus qui viennent du sud de l'aéroport, toute la région de la PVL. Également, un autre point, nous sommes en discussion avec Hauts-de-France Mobilité pour intégrer la navette au réseau de passe-passe et donc de faciliter justement la mise à disposition du réseau de bus pour tous les passagers. Connecter l'aéroport aux mobilités douces, étendre effectivement le réseau des pistes cyclables et s'assurer effectivement que l'accès par tout ce qui est cyclable soit favorisé au niveau de l'aéroport. Alors, en ce qui concerne la réduction des émissions de carbone, nous continuons finalement dans notre démarche ERC, éviter, réduire, compenser, qui est confrontée à l'avis de cadrage de l'autorité environnementale. Donc, effectivement, nous allons rentrer ce permis vis-à-vis de l'autorité environnementale et nous recevrons certainement un avis éclairé de l'AE. Et donc, nous prenons en compte les documents. Donc, nous continuons à suivre clairement tout ce qui est législation, évolution au niveau de l'émission des gaz à effet de serre. Et si je vais sur le slide suivant, ce qui est intéressant, c'est de voir surtout la réalisation. Donc, le slide suivant, s'il vous plaît. Les engagements et la réalisation de ce que nous avons déjà fait. Donc, au niveau, dans le projet, il y avait déjà toute une série d'éléments qui avaient été prises, comme des certifications HQE pour la construction des bâtiments, études de recours à la géométrie, électricité des équipements diesel. Donc, c'était quelque chose que nous avions déjà fait. Ce que nous faisons en plus, c'est vraiment l'analyse de tout ce qui est panneaux photovoltaïques sans artificialisation supplémentaire, donc sur toutes les surfaces déjà imperméabilisées, artificialisées. Nous avons conclu avec l'assistant en escale une électrification de tous les véhicules de piste. Donc, on a renouvelé finalement l'AOT avec l'assistant Avia Partner qui s'est engagé à plus de 90% des mouvements sur la piste, alors que ce soit des tracteurs pour pousser les avions, les véhicules de piste, les camions qui apportent les repas dans les avions. Donc, il y a vraiment beaucoup de véhicules différents. Et pour 90%, il s'est engagé dans les trois années à venir à remplacer sa flotte de véhicules par des véhicules électriques. Il y a un autre projet vraiment aussi très intéressant avec notre avitailleur. Il a un camion finalement qui permet d'avitailler, de remplir les avions en jet fuel. Et toutes les pompes pour remplir l'avion sont électriques. Donc c'est un camion hybride qui roule au diesel.
mais la consommation d'énergie du roulage correspond à 20% et 80% de l'énergie consommée correspond au chargement du fuel dans les avions, et ces 80% donc, sont assurés par des pompes électriques. Donc ça, c'est un projet intéressant. Et puis aussi, très intéressant, c'est le projet Sustainable Aviation Fuel. Donc notre ravitailleur s'est également engagé à approvisionner l'aéroport de Lille en SAF, comme on dit, Sustainable Aviation Fuel. Donc ce sont des fuels produits à base de produits pétroliers recyclés, donc des huiles usées. Et donc, ce qui permet dans la chaîne d'émissions de gaz à effet de serre d'émettre entre 70 et 80% en moins de CO2 par rapport à du jet fuel normal. Donc, ce n'est pas encore du jet fuel synthétique, ce qui viendra à terme aussi. Donc, comme vous le savez, les compagnies aériennes, bon, ça c'est pas vraiment dans les mains de l'aéroport, mais les compagnies aériennes et les pétroliers développent des technologies pour créer, à partir de l'électricité, du fuel, du jet fuel synthétique. Donc, il y a déjà des pilotes qui existent en Hollande, à mon avis à Toulouse. Mais en tout cas, la recherche est en avant, et ça, ce sera l'étape suivante. Mais nous sommes déjà assez très heureux de pouvoir accueillir des fuels recyclés, disons, hein, des SAF, comme on dit, ici à l'aéroport de Lille en 2021 ou 2022. Donc, ce sera relativement rapidement. Alors, au niveau deuxième... Ah oui, pardon, il y avait le Airport Carbon Accreditation, on en a parlé, c'est ça. Donc, sur tout ce qui est réduction, artificialisation des sols, là, quand même, un message quand même assez important. On s'engage à réduire notre projet de 9 hectares, 9,2 hectares. Donc, le projet initial proposait 9,2 hectares d'artificialisation supplémentaire. Et après analyse et recherche avec l'équipe projet, avec la préfecture, avec les communes, nous avons pris certaines décisions. On a trouvé une alternative pour le parking, pour ne pas construire un parking supplémentaire, mais utiliser des surfaces déjà imperméabilisées pour accueillir les véhicules supplémentaires que nous allons essayer de limiter. De nouveau, hein, c'est une vision à 20 ans. Hein. On parlait d'une vision à 20 ans, mais on arrive à limiter de 6 hectares la surface imperméabilisée pour les parkings. Et en ce qui concerne le projet immobilier qui était prévu et qui n'avait pas encore d'objet spécifique, mais de nouveau, à un terme de 20 ans, on proposait également développer un projet immobilier. Ici, tant que tous les problèmes de mobilité ne sont pas résolus, de mobilité lourde, on parque clairement ce projet immobilier sur les côtés, qui de toute façon n'avait pas d'objet direct à court terme. Donc ça, ce sont quand même des actions fortes qui sont ressorties également de la concertation préalable. Point suivant. Ici, intégrer dans les prochaines phases d'études l'examen de l'ensemble des propositions d'aménagement et mise en concertation. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, il y a une série de propositions qui sont encore sur la table et que nous analyserons, que ce soit en zone publique ou en zone réservée, que nous analyserons dans les prochaines semaines. Alors, effectivement, l'idée, c'est de poursuivre le dialogue et l'information. Donc, comme voilà, aujourd'hui, c'est une réunion complémentaire. Nous comptons encore, au moment du dépôt du permis de construire, organiser de nouveau une réunion publique où nous inviterons monsieur de Molins. Et le site internet, effectivement, reste ouvert, comme déjà expliqué par le garant. Donc, les engagements, voilà, je pense que le processus de concertation était compliqué, clairement. On aurait préféré être face à vous et pouvoir discuter librement en présentiel. Ça n'a pas été le cas, mais bon, je pense que cette concertation par écran interposé a quand même bien fonctionné et chacun a pu
exprimer, que ce soit par écrit ou par oral, finalement, ces avis auxquels nous avons répondu tout au long de la concertation. Au niveau des prochaines étapes, donc, comme je vous le disais, donc on peut même aller au slide suivant, je pense. Printemps 2021, effectivement, aujourd'hui, la réunion publique. Juin, juillet, comme je le disais, permis de construire et demande de dossier d'autorisation environnementale. Et l'enquête publique est prévue pour décembre de cette année-ci, décembre 2021. Donc, ça paraît toujours long, mais entre-temps, effectivement, il y a des architectes qui travaillent, des ingénieurs qui travaillent sur tous les détails techniques de ce projet. C'est un travail de longue haleine que nous voulons le plus transparent possible, mais qui effectivement implique un délai et des étapes relativement espacées entre chaque réunion. Donc voilà, j'en ai fini. J'ai essayé d'être exhaustif et pas trop long pour laisser le temps du dialogue et des questions. Donc Aurélie, je repasse la parole. Oui, merci. Donc, on va pouvoir passer aux échanges avec le public. Donc, petit rappel sur les modalités pour prendre la parole. Sur votre écran, vous avez un petit bouton en bas pour demander la parole en levant la main sur le petit onglet participant. Donc, vous cliquez dessus, ce qui vous permet d'apparaître dans ma liste. Et moi, j'ouvrirai les micros au fur et à mesure dans l'ordre d'arrivée des questions. Donc, personne n'est privilégié par rapport à un autre. Les questions sont prises dans l'ordre. On va prendre les questions par deux ou trois pour fluidifier les échanges. Mais encore une fois, toutes les questions seront prises au fur et à mesure de la prise de parole. Je vous propose de tout de suite passer la parole au premier participant qui la demande. Madame Marseguera, j'ouvre votre micro. Vous m'entendez? Tout à fait, bonjour madame. Bonjour, donc je me représente Marie-Jeanne Marseguera, adjointe au maire de Fretin. Je n'ai pas vu le moindre petit début d'étude de changement je trouve pas mes mots ce soir, dans le chevelu, de changement de trajectoire. Ou pas au moins de changement parce qu'on est conscient que les trajectoires, ça ne se change pas facilement, mais au moins de modification de trajectoire pour respecter une égalité justement entre les communes. Parce qu'il me semble que lors de la dernière CCE, quand même, Fretin a été sacrifié. Et nous avons au moins plus de 300, pas loin de 400 maisons impactées par le bruit des avions, quand les avions décollent par vent d'est. Et on aurait voulu au moins qu'il y ait une étude pour voir si on pouvait, pour que l'impact des avions soit moins, soit moins que Fretin soit moins impacté, qu'il y ait au moins un début d'étude pour essayer de au moins décaler un peu le chevelu actuel. Parce que, je vous dis, il y a de plus en plus de personnes qui se plaignent. De toute façon, vous en avez eu des échos. Et beaucoup de Fretinois ont participé d'ailleurs aux différentes réunions. Et à chaque fois, ça a été pour se plaindre du bruit. Et je suis étonnée qu'il n'y ait pas au moins un début d'étude pour voir si on peut changer tout cela, quoi. C'est noté, madame. Merci. On va vous répondre. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, donc je repasse la parole tout de suite au maître d'ouvrage sur ce sujet. Non, mais tout à fait, vous avez raison. C'est l'objectif d'ailleurs de la CCE. Donc, comme promis, nous organisons une CCE qui malheureusement devait avoir lieu hier, mais comme je l'ai expliqué, pour des raisons aussi de complétude et d'exhaustivité des gens qui y participent a été reportée.
Ce que nous avons fait par contre, c'est au mois de janvier, une réunion dans laquelle nous avons noté effectivement toutes les différentes demandes et gênes finalement des différents riverains que nous avons compilés et soumis effectivement à la préfecture. Donc le processus est lancé. Je pense qu'il n'y a pas de... Effectivement, c'est une question de temps. Pour le moment, de toute façon, les gènes sonores sont fortement limités avec l'impact de la crise. Mais l'objectif est effectivement, avant l'été, d'avoir de toute façon... Et je vois que monsieur Breton lève la main, donc je propose de lui laisser la parole parce que j'imagine qu'il va répondre à Mme Marseguera, sauf si Yves, si vous voulez dire quelque chose, ou monsieur Coulon, si vous voulez exprimer autre chose également. Juste avant que monsieur Breton ne dise un mot, il est l'expert. Donc, Madame Marseguera, c'est normal qu'il n'y ait pas d'études dans le rendu qui vient de vous être fait, tout simplement parce que ce n'était pas l'objet de notre réunion de concertation. Et ce n'était pas ce soir l'enjeu que de vous en rendre compte, tout simplement parce que la CCE n'a pas eu lieu. Mais vous vous souvenez de cette réunion spécifiquement organisée à notre initiative autour de ces enjeux. Nous en avons fait une synthèse pour être, je dirais, les porte-paroles, les transmettre auprès de nos interlocuteurs, notamment M. Breton qui va s'exprimer et les autorités préfectorales, transmettre les interrogations sur les trajectoires actuelles, évaluer les propositions qui sont régulièrement faites dans nos échanges. Moi, je suis incapable de dire si c'est possible ou pas, et le mieux étant que les autorités compétentes et habilitées le fassent. Donc, normal qu'il n'y ait pas dans le rendu qui vient de vous être fait d'études. C'est la suite, notamment la CCE, dont la date, je crois, pourrait être fixée maintenant d'ici le 14 avril. Elle aura bien lieu, cette CCE. Le SMALIM et Aéroport de Lille y participeront bien évidemment. Monsieur Breton. Oui, donc bonjour à tous. Oui, je voulais préciser, donc, pour répondre à Madame Marseguera, c'est que donc, dans la CCE, là où bon, ça a été dit, hein, c'est un peu compliqué. Il y a eu des différents soubresauts entre les règles sanitaires et tout ça, ce qui fait qu'on en est à 2 reports. Simplement, les intentions sont bien là. Et d'ailleurs, l'ordre du jour qui a déjà été transmis, puisque tout était, on était partant au niveau de la préfecture et des services pour tenir cette CCE, donc hier après-midi. Donc, les ordres du jour ont été transmis aux différents représentants, tant du Collège des élus que des associations de riverains. Et l'ordre du jour prévoit bien un GT trajectoire départ Est, et le mandat du GT donc, a été transmis à l'ordre du jour et prévoit bien une analyse avec un panel de représentants des 3 collèges représentés en CCE pour analyser avec les services de la DGAC les différentes possibilités d'optimisation des départs. Donc, je pourrais, si vous le souhaitez, aller plus loin dans la présentation des possibles, mais très clairement, les engagements et je dirais tout le bénéfice de la concertation publique et des attentes des riverains autour de ces questions, déjà, on ne les ignorait pas, mais on est clairement dans une démarche active. Non, je crois que vous pouvez effectivement peut-être réexpliquer l'essence même de la CCE pour ceux qui n'étaient pas dans les présents. Oui. Donc la CCE, c'est un organisme consultatif qui est placé auprès de la préfecture, hein, qui est piloté par la préfecture, qui regroupe 3 collèges à part égale, où sont représentés les professions aéronautiques, les élus et les associations de riverains. Les services de la DGAC, de la DDTM, la gendarmerie des transports aériens sont là à titre d'experts et n'ont pas de droit de vote dans cette enceinte. Et donc, c'est un organisme qui est fait justement pour confronter, régler les problèmes tels qu'ils sont posés et aller vers l'émergence de solutions techniques ou d'autres domaines, hein, dans tout sujet qui concerne l'environnement. Ça, c'est principalement autour des nuisances aériennes, mais bien évidemment, la CCE peut aussi travailler sur des sujets de pollution de l'air et tout ce qui est lié à l'activité aéroportuaire.
Donc voilà. Et donc dans le cas d'espèce, on a la possibilité, bien sûr, comme c'est une organisation qui est très large quand même, hein, avec un collège, chaque collège est représenté par 8 titulaires et 8 suppléants, plus les experts. Donc ça fait, si tout le monde est là, ça fait une assemblée presque d'une quarantaine de personnes. C'est évidemment pas possible, c'est un format qui n'est pas possible pour assurer un travail technique. Donc c'est pour ça qu'on est passé on a proposé un schéma de groupe de travail beaucoup plus restreint, mais beaucoup plus pratique, dans lequel on pourra aller dans des explications assez poussées, évidemment. Et le but, c'est donc moi, je serai amené à piloter ce groupe. Et donc, après, une fois qu'on arrive à des conclusions, totalement partagées ou pas, on verra bien comment ça se passe, et d'en faire rapport à la CCE plénière, qui là sera en charge de prendre des décisions. Merci de ces précisions. Madame Marseguera souhaite réintervenir. Je rouvre votre micro. Le micro est toujours fermé, je pense. Voilà. Vous m'entendez? Non, je voulais simplement vous remercier. Et je suis bien consciente que mes remarques, ça n'était pas l'objet de la réunion de ce soir, mais je me dis qu'une petite piqûre de rappel ne fait de mal à personne. Voilà, c'est mon rôle en tant qu'adjointe au maire à l'environnement, vu que j'ai les riverains qui se plaignent tout le temps auprès de moi. Voilà, je voulais juste faire cette petite piqûre de rappel, et puis les explications que vous m'avez données, ça fait toujours du bien aussi à tout le monde. Merci. Merci à vous, madame. Une piqûre ne fait pas de mal, par les temps qui courent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah oui, monsieur Dehaze, je suis désolée si j'écorche votre nom, j'ouvre votre micro. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonsoir, monsieur. Pascal Dehaze, j'habite Courbrieux, je suis conseiller municipal sur le village. Je voulais tout d'abord faire quelques remarques d'ordre général et après j'ai 2-3 questions à poser, sachant que les questions pourraient être en lien aussi avec les remarques et que je voulais apporter. D'une part, je voulais quand même préciser que je ne trouve pas le vocabulaire tout à fait juste au niveau de ce projet sur l'aéroport de Lille. Il aurait été plus juste et peut-être plus honnête de parler de projet de modernisation, mais aussi de projet d'extension. C'est l'agrandissement, même si je pense à la Convention citoyenne, le terme d'agrandissement ne pouvait pas être pris en compte. Et on est bien ici dans un projet d'extension de l'aéroport, en plus du projet de modernisation. Donc, c'est pas naïf, Eiffage et Aéroport de Lille est bien dans une campagne de communication. J'hésite à utiliser le terme séduction. Les ventes ne sont pas très favorables à ce genre de projet et face à une population qui a une conscience écologique de plus en plus importante. Après, j'ai été une petite surprise. Bon, il y a quand même un grand absent dans ces débats. Ça n'a pas du tout été évoqué, c'est le conseil d'administration, le comité exécutif et les actionnaires de Eiffage, qui sont des éléments essentiels dans cet investissement de 100 millions pour l'agrandissement de l'aéroport, en sachant que les financeurs, les fonds d'investissement, les actionnaires sont en attente d'un retour sur investissement. Ils ne sont pas des philanthropes. Alors, je dis ça, j'y reviendrai par la suite. Je voulais préciser, je sais que ça a été déjà dit lors d'échanges précédents, quand on dit que les émissions de gaz à effet de serre par l'aviation n'est que de 3%, il faut savoir que si l'extension hors Covid se poursuivait, on en serait d'ici une vingtaine d'années à 10% des gaz à effet de serre, hein, en sachant qu'en plus, ils touchent les couches les plus hautes de l'atmosphère, qui sont d'autant plus nuisibles. Je veux reprendre aussi la hausse de 40% que vous avez mentionné de taxes. Je pense que son impact sera très très faible, si ce n'est ridicule, puisque vous l'aviez montré dans un tableau lors d'une conférence. Cela représente sur un avion de 180
à 200 places, une augmentation de 1 euro par billet d'avion que vont payer les compagnies, mais qui seront répercutées. Vous dites aussi que vous n'êtes pas en concurrence avec Charleroi, mais vous êtes en complémentarité avec eux. Bon, si vous relisez bien un certain nombre de comptes rendus, c'est bien plus ambigu que ça. Vous utilisez même cet argument en disant que si les gens viennent sur l'aéroport de Lille, ils n'iront donc plus sur Charleroi. Et il y aura donc une diminution des émissions de gaz à effet de serre puisque les gens feront moins de kilomètres. On est dans un système de libre concurrence. Je pense que les moyens de communication nécessaires seront mis en place pour accroître la fréquentation de l'aéroport de Lille-les-Quins. Alors, l'impression d'unanimité qui peut peut-être se dégager autour de ce projet, je mettrai un bémol. Il y a quand même actuellement des gens dans les municipalités qui se mobilisent contre ce projet d'extension, des comités de quartier, des élus, et il y a également aussi actuellement sur Internet une pétition qui circule avec le Green Voice et qui condamne ce projet d'extension. Alors, mes questions. Donc, vous évoquez le fait que vous allez limiter donc, le nombre de vols de nuit à 5. Je ne parle pas des vols sanitaires, bien sûr. Est-ce que cet engagement sera un engagement écrit, acté, notamment dans l'accord entre le SMALIM et vous, l'aéroport de Lille? Et si cet accord n'est pas respecté, y a-t-il des sanctions qui seront prévues? Ça, c'est une première question. Pareil, au niveau de l'augmentation du trafic aérien, vous évoquez le chiffre, si je ne me trompe pas, de 17%. Vous parlez d'augmentation mesurée, progressive, du nombre de l'accueil du nombre de voyageurs. Est-ce que là, ça également sera écrit dans l'accord? Est-ce qu'il y aura des chiffres par rapport à ça dans cet accord voilà, qui viendront confirmer ce que vous avez énoncé ici lors de ces différents échanges? Et pareil, est-ce qu'il y aura aussi des accords écrits, chiffrés sur l'impact environnemental? Et là aussi, en cas de non-respect, y aura-t-il des sanctions qui pourraient être prises? Merci pour vos réponses. Merci, monsieur, de votre contribution. Il y a une autre personne qui demande la parole. Néanmoins, je pense que là, il y a quand même déjà pas mal de choses et d'éléments auxquels peut-être le maître d'ouvrage souhaite apporter des compléments d'information sur la notion d'extension, sur les gaz à effet de serre, sur la redevance, sur la concurrence ou la complémentarité avec Charleroi. Et puis sur les engagements qui sont pris par le maître d'ouvrage et leur ancrage dans le marbre, si je puis dire. Je laisse l'aéroport de Lille ou M. Coulon. Nous allons le faire à deux voix. Merci de M. Dehaze pour toutes vos questions. Avant de répondre à vos interrogations, je reviens à votre propos liminaire parce qu'il appelle de ma part un certain nombre de réactions. Bon, vous parlez de campagne de communication de l'aéroport de Lille. Gagez-nous quand même, monsieur, que par cette concertation volontaire, ce projet que nous pensons être nécessaire, puisque l'autorité environnementale a elle-même reconnu que la situation n'était pas tenable, gagez quand même que nous ne faisons pas ça dans notre coin et que nous partageons avec le plus grand nombre. Vous pouvez considérer que cela est de la communication. Moi, j'appelle ça de la transparence. Et on ne peut pas se permettre de faire dans un cabinet d'études, voire dans un service instructeur de service de l'État, ce type de projet. L'élu que je suis n'a jamais pratiqué comme cela. Ce n'est pas en catimini que l'on va mettre un panneau de chantier en croisant les doigts que personne ne sache quoi que ce soit sur ce projet. C'est tout là. La modernisation, elle est réelle. L'infrastructure, elle est en service maintenant depuis 25 ans. Elle n'a pas eu de travaux d'amélioration, de modernisation. C'est un fait. Nous avons sans doute un désaccord sur ce vocable. Vous parlez d'agrandissement de l'aéroport. On va dire que spatialement, oui, puisqu'une nouvelle aérogare est construite. Par contre, nous ne sommes pas, bien évidemment, dans une croissance d'autres projets qui ont fait parler sur le plan national, avec là, cette fois-ci, la construction d'un nouvel aéroport, s'il fallait prendre une comparaison. Une augmentation de capacité,
Pas tellement. C'est le problème de la poule ou l'œuf, monsieur Devache. Permettez-moi d'illustrer mon propos. Cet aéroport est saturé. Nous l'avions identifié. L'autorité environnementale l'a reconnu, en même temps que l'autorité environnementale a validé notre méthode de travail. Donc j'insiste sur ce point. Le CECGD, généralement, ne se prive pas de faire des remarques avec toute la liberté qui est la sienne. Donnons-lui aussi acte que son analyse de la situation conforte nos propos. Et c'est une autorité totalement indépendante. Puisque l'aéroport est saturé, en tous les cas en termes de capacité de traitement, quelle stratégie avons-nous retenue? C'est celle de construire une aérogare, deuxième aérogare, dans la prolongation de l'infrastructure actuelle. On agrandit les murs de manière à avoir des flux séparés et une circulation beaucoup plus aisée des voyageurs et pour pouvoir, à l'avenir, avoir cette capacité à accueillir plus de monde. J'insiste sur un sujet. Nous n'avons pas comme objectif premier dans ce contrat de passer à 4 millions de passagers alors que nous étions à plus de 2 en 2019. Bien souvent, notre projet est présenté sous cette tone. Mais ça ne figure pas au contrat. Ce n'est pas un engagement contractuel que j'ai pris avec Aéroport de Lille. L'engagement, c'est la capacité immobilière, technique de pouvoir accueillir un nombre de passagers dont la croissance s'est fait régulièrement ces dernières années. Puis-je rappeler qu'avant que je sois au sein du conseil d'administration de l'aéroport du Smalim, le conseil régional était déjà représenté avec des élus qui n'étaient pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Ça n'a pas empêché l'aéroport d'être multiplié par 2 en termes de fréquentation à l'époque. Et tout cela, pas par la volonté des élus, mais tout simplement parce qu'il y a cette croissance naturelle de la part modale de l'avion qui s'impose à l'aéroport de Lille. Donc, nous élargissons les murs, nous modernisons l'infrastructure parce qu'elle en a besoin il y a 25 ans. C'est plutôt l'ère du Minitel à l'aéroport de Lille, je pense que chacun peut le constater, et que les locaux ne sont pas à la hauteur des enjeux. Il ne s'agit pas de se cacher derrière son petit doigt en faisant une campagne de com, sans quoi nous n'aurions pas pris la liberté de cette concertation volontaire, et je l'assume, nous avons voulu le faire, mais il s'agit d'appeler les choses. Vous parlez après d'absence de ce soir, conseil d'administration, exécutif Eiffage. Ben, si, ils sont là, Marc-André Génard, et l'un des collaborateurs du groupe Eiffage, et vous avez raison, le groupe Eiffage, ce n'est pas des philanthropes, bien sûr. Seulement, j'ai pris cette décision d'avoir recours à une délégation de service public parce que l'aéroport de Lille est une infrastructure publique dans laquelle les compagnies se rendent dès lors qu'elles achètent un droit de vol. C'est comme ça que ça marche. Nous ne sommes pas là dans la volonté d'accroître l'arrivée des compagnies en payant des vols à l'arrivée de Lille et au départ de Lille. Ça ne s'est jamais fait. Jamais 1 euro d'argent public n'a subventionné des compagnies aériennes ou des billets d'avion. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais, en tous les cas, tant que nous serons aujourd'hui dans cette configuration actuelle du point de vue du Smalim. Donc oui, Eiffage va gagner de l'argent, mais à ses risques et périls, Eiffage a signé un contrat par lequel il s'engage à investir 170 millions. Ce n'est pas 100, c'est 170. 100 millions d'euros pour la construction de cette nouvelle aérogare et la modernisation de l'aérogare, et 70 millions pendant 20 ans pour entretenir cet aéroport qui est un bien public et qui sera un bien public dans 20 ans, qui restera une propriété publique, parce que nous avons un service aéroportuaire à apporter. Sur la question de l'émission des gaz à effet de serre, il y a un débat, des chiffres sont avancés, 3 par certains représentants du monde de l'aviation, 7% par des contradicteurs qui souhaitent prendre en compte l'ensemble de la chaîne de production des gaz à effet de serre. Peu importe qui a raison, je ne suis pas là pour trancher, je ne suis pas là sachant, mais bien sûr que nous sommes conscients de notre impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est l'une des raisons pour lesquelles il vous a été rappelé ce soir que nous allions plus loin que ce qui était initialement prévu et contractualisé, et que sans doute demain, nous pourrons aller plus loin en matière d'émissions de gaz à effet de serre pour l'aéroport. Je rappelle qu'à l'échelle de la métropole de Lille, l'aéroport de Lille émet l'équivalent de 2,7% des émissions de gaz à effet de serre, 43% par le transport, 25% par l'hébergement, et ensuite, je crois, nous sommes autour de 18% pour les activités économiques. Ce n'est pas beaucoup, mais néanmoins, c'est trop, et nous allons tout faire pour limiter notre empreinte carbone à tel point qu'en 2027, nous ambitionnons d'être, nous, aéroport de Lille,
neutre sur le plan de nos émissions carbone. L'augmentation des taxes. Vous dites, ça ne fait pas grand-chose, c'est 1 euro par billet d'avion. Sauf que quand vous tournez toute l'année sur une ligne, voire plusieurs mois de l'année, lorsque on est sur des destinations tourisme, domestique, plutôt destination vacances, ça commence à peser. C'est un premier pas que nous avons fait en traduisant très clairement ce que nous avons signé avec l'aéroport de Lille. Demain, nous pourrions aller plus loin, et notamment sur l'exigence environnementale, parce que la transformation du parc avion que le Covid a accéléré, aussi contradictoire que cela peut paraître, demain, nous comptons très fortement accompagner ce mouvement, quitte à moduler encore nos redevances, parce que c'est de la responsabilité des compagnies aériennes que d'avoir des avions moins bruyants, moins polluants, et nous pouvons aussi accompagner cela par des tarifs. Sur la question des vols de nuit, cela a déjà été dit, peut-être l'avez-vous entendu ou lu, monsieur. Engagement très clair à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation des vols de nuit. Et d'ailleurs, nous avons fait échouer le sujet, la volonté d'une compagnie d'arriver chez nous, atterrissage 1 heure de matin, c'est du fret, 5 jours par semaine, atterrissage à Lille 1 heure du matin, redécollage 2 heures. Nous avons fait ce qu'il fallait pour que ce projet ne voit pas le jour. Ça n'a pas été simple. Il a fallu être très explicite, mais pour autant, je peux vous assurer que nous avons la volonté au sein du SMALIM, que ce soit les représentants du conseil régional, que ce soit les représentants de la MEL, que ce cap soit tenu. Ce n'est pas acceptable. Le fret qui vole la nuit n'est pas un sujet pour nous. Sur la question de la complémentarité des aéroports, avec Charleroi, nous avons notre place ici à Lille. Il y a autour de l'aéroport de Lille une zone de chalandise, si vous me permettez l'expression, un potentiel de 12 millions de voyageurs. Cet aéroport de Lille en capte une partie qui a été croissante ces dernières années puisque nous avions une croissance naturelle du nombre de passagers sans faire quoi que ce soit de 3% par an. Et donc demain, si monsieur ou madame habitant de la Melle, des Hauts-de-France ou du département du Nord souhaite venir chez nous plutôt que d'aller à Charleroi, je pense que, 1, c'est un service public que nous devons rendre. 2, je pense que c'est mieux, plutôt que ces personnes puissent prendre leur véhicule pour parcourir une distance plus importante. L'unanimité sur le projet, vous sembliez dessiner une unanimité sur le projet. Je ne suis pas de votre avis. Si ce soir, nos débats sont, on va dire, assez sereins, n'ont pas toujours été, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. On a très clairement des personnes, des organisations, des associations, des collectivités qui se manifestent et c'est parfaitement légitime qu'elles le fassent. Il n'y a pas d'unanimité sur le fond du projet. Il y a un débat autour des mobilités, de l'enjeu des émissions de gaz à effet de serre, de la place de l'avion dans notre société. Donc, il n'y a pas d'unanimité. Au contraire, je trouve qu'il y a un fort contradictoire et c'est tant mieux pour que ce projet se fasse ou pas, mais avec la plus grande transparence. Vous avez parlé d'associations qui se mobilisent. Bien évidemment, elles se sont régulièrement exprimées dans nos réunions publiques. Vous parlez de comités de quartier. Bien évidemment, ils ont régulièrement pris la parole et j'espère que dans les années qui viennent, nous allons continuer à avoir ce même dialogue avec eux. Tout ça est tout à fait normal. J'en viens à vos questions et j'espère ne pas en oublier. Marc-André Génard me complétera. 17% de hausse du trafic aérien. Encore une fois, je dois vous dire que ces 17% tels qu'ils avaient été estimés en 2019 lorsque nous avons signé le contrat de délégation de service public, c'est une projection dans le temps au regard de ce que nous avions constaté historiquement. Inutile de vous dire qu'avec l'épisode de Covid, les potentialités de cette trajectoire sont revues. C'est pour cela d'ailleurs que, comme Marc-André Génard vous l'a dit, nous allons sans doute décider collectivement de lancer les travaux, si permis de construire nous est accordé, plus tard que 2023, parce que cela ne sert à rien de faire des travaux de modernisation de l'infrastructure et de capacité de traitement des passagers s'il y a un flux de passagers moins important. Nous sommes convaincus que le monde continuera à voyager différemment sur des destinations qui ne sont plus les mêmes, que des modes de consommation, de transport vont changer,
mais nous regardons cela avec lucidité en pensant que l'avion aura toujours sa place. Et à Lille, nous avons une chance extraordinaire, c'est que nous sommes un aéroport généraliste qui n'a jamais été prisonnier exclusif d'une compagnie aérienne et qui plus est une compagnie aérienne low cost, complémentaire avec le train. Et donc aujourd'hui, au regard des attendus des discussions parlementaires sur la loi climat et résilience, nous sommes complètement dans un service avion qui est au minimum à 3 heures, Lyon étant la destination la plus proche. Nous ne sommes pas impactés, preuve de notre complémentarité avec le train, avec cette législation future. Donc plus 17%, ce sera affiché, bien évidemment, c'est déjà affiché dans les attendus de notre contrat, mais ce n'est pas un objectif contractuel. Ces 17%, c'est une transposition de l'histoire au regard des années qui viennent. Ce sera peut-être moins que 17%, mais cela, ce sont les consommateurs qui vont en décider et certainement pas nous qui allons arroser artificiellement les choses. Les vols de nuit, vous demandiez si cela allait être acté. Oui, cela va être très clairement acté dans les semaines et les mois qui viennent avec les collectivités locales qui nous entourent. Je rencontre d'ici 3 semaines le CIVOM du Lille Grand Sud, donc ce syndicat qui fédère plus d'une trentaine de communes avec les maires qui sont les riverains les plus proches de l'aéroport. Nous allons discuter avec eux et c'est une initiative qui a été mise en avant récemment dans la presse par l'intermédiaire du maire de Seclin, François-Xavier Cadard, qui co-préside le CIVOM. Nous allons bien sûr écrire cette charte de coopération avec les communes et qui va acter clairement le sujet des vols de nuit, le sujet de notre ambition carbone, et ce seront des accords qui seront effectivement écrits, bien gravés dans le marbre. Ce ne sera pas donc des paroles en l'air. J'ai peut-être loupé quelques réponses à des questions de votre part. Marc-André, si vous voulez me compléter sans être trop long, parce qu'il y a des demandes de prise de parole. Mais tout cela sera bien évidemment traduit et signé en bonne entente avec les élus locaux qui nous sollicitent. C'est leur rôle depuis maintenant de nombreux mois sur tous ces enjeux. Non, je pense que vous avez été suffisamment exhaustif, donc je propose de passer la parole aux autres intervenants. Très bien, je passe la parole. Alors, je suis désolée de vous appeler par votre prénom, madame, je n'ai pas votre nom, donc à Martine B. J'ouvre votre micro. Voilà, votre micro est ouvert. Bonjour, madame. Ah, on ne vous entend pas bien. Pourtant, votre micro est ouvert. Non, on vous entend pas, madame. Votre micro est ouvert, mais il doit y avoir un problème de votre côté. Je suis désolée, mais on voit que vous parlez, mais on ne vous entend pas. Peut-être le son de votre ordinateur n'est peut-être pas réglé. Je vois que vous bougez les lèvres, hein, je suis vraiment confuse, mais votre micro est bien ouvert, mais on ne vous entend pas du tout. Je passe la parole à la personne suivante, puis je reviens vers vous en vous laissant le temps peut-être de régler votre problème informatique. Donc, Cécile Huard, j'ouvre votre micro. Madame Huard, voilà. Oui, bonjour, c'est bon. Bonjour. Oui. Oui, bonjour, Cécile Huard, je suis conseillère municipale pour le groupe Seclin en commun, donc le groupe de la minorité dans la ville de Seclin. J'avais quelques questions à vous poser sur le sujet qui nous intéresse ce soir. Déjà sur le postulat de base qui est toujours présenté, qui est la saturation, c'est-à-dire qu'on nous présente toujours cette ligne rouge qui semble un peu implacable. Et le constat qu'on en fait, c'est que bah oui, effectivement, on arrive à la saturation. Vous nous dites qu'aujourd'hui, il s'impose à nous cette augmentation de la part modale du transport par avion. Pourtant, il y a tout un tas de choses qui s'imposent aussi aux décideurs locaux. Il y a la saturation du TER, il y a la saturation aussi du transport ferroviaire dans la gare de Lille-Flandre qui s'impose à eux. Et aujourd'hui, ces choses-là ne sont pas prises en compte par nos élus. Il y a des élus qui ont eu le courage, notamment là récemment dans la ville de Bristol, de revenir sur la décision et d'interdire finalement l'extension du projet d'aéroport.
Je pense que les choses ont changé, on en a conscience aujourd'hui et j'aimerais savoir si nos élus sont toujours droits dans leurs bottes par rapport aux décisions qui ont été prises à l'époque et si finalement on ne peut pas accepter qu'on s'est trompé et que cette augmentation, elle n'aura lieu que si on la décide et qu'en fait on peut faire sans et proposer d'autres modes de transport aux usagers. Et puis j'avais deux autres petites questions qui sont qui sont pas du tout liées. Je me demandais quand même pourquoi vous souhaitez poursuivre cette procédure maintenant, alors que vous nous dites que finalement on n'en est pas là, qu'on verra plus tard, mais qu'on procède quand même à l'enquête publique sur le projet qui est présenté. Est-ce que c'est parce que vous avez une crainte finalement que la réglementation, que de nouvelles lois s'imposent à vous cette fois et à l'avenir empêche ce projet d'extension? Et puis quand même dernier point sur l'affaire de la charte, moi vraiment c'est quelque chose qui me laisse dubitatif parce que la portée juridique d'une charte, ça me semble pas très solide. Et voilà, je reste sur ma faim sur ce sujet. Je vous remercie. Merci Madame. Je propose qu'on prenne aussi la question de Aude Leduc. Je vais ouvrir votre micro. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir. Je représente la ville de Leuzen. J'ai une question moi, sur les mobilités, notamment sur le liaisonnement pistes cyclables, savoir si ça rentre dans les voies vertes qui sont une politique initiée par la métropole, et d'autre part, savoir par rapport à la desserte, je vois que l'augmentation de la fréquence se fera avec le centre-ville. Je voulais savoir si des arrêts complémentaires seraient faits ou ce serait une ligne au niveau de service. Enfin, j'aimerais avoir plus de précisions sur ce liaisonnement entre le centre de ville et puis l'aéroport, d'autant qu'il y a une création qui a été faite il n'y a pas très longtemps entre 4 cantons et l'aéroport de Léquin qui a intéressé les habitants de notre commune. Je voulais savoir s'il y avait un travail aussi fait là-dessus pour l'augmentation de fréquence avec cette modernisation. Merci. Merci à vous. Plusieurs sujets à traiter avant de passer la parole aux personnes suivantes. Je peux peut-être répondre à Madame Huard. Je ne vous vois plus, Madame. J'espère que vous êtes toujours connectée. La question du postulat. Alors, j'essaie de faire deux parallèles pour que vous voyez aussi, côté élu, puisque vous l'êtes vous-même, la question des enjeux. Je le redis, l'aéroport de Lille, c'est un aéroport public, propriété publique, et donc il faut que les élus soient très au clair sur la capacité ou pas de rendre le service public. L'évidence, c'est effectivement, au regard de l'histoire, entre 2005 et 2015, un doublement du trafic régulier, 2-3% par an, avec peut-être des pics, et l'arrivée, sans doute par la démocratisation de l'avion sur le plan tarifaire, je dis bien sur le plan tarifaire, de ce mode de transport qui concerne différentes catégories de voyageurs, vol domestique, vol professionnel, vol de loisirs, et donc l'avion a trouvé sa place. Nous nous trompons peut-être, mais en tous les cas, les études que nous partageons, les prospectives que nous partageons avec l'ensemble des cabinets de conseil, de spécialistes du domaine de l'aviation, de spécialistes de la mobilité, c'est que l'avion ne va pas s'effondrer et que la demande, au contraire, va s'affirmer. On a vu à quel point, lorsque, après le premier confinement strict, ou si c'était le deuxième, je ne sais plus, en novembre et décembre, combien la demande d'avion a été très forte. Je pense sous le contrôle de Marc-André qui a vu opérer l'aéroport. Et donc, nous pensons que cette demande est toujours là. Vous parlez d'autres champs de mobilité, TER, etc. Alors, je ne peux pas répondre de tout. La politique nationale ferroviaire, on connaît tous la trajectoire ces dernières années, avec la forte démocratisation d'un type de train, qui est celui à haute vitesse,
et la mise de côté d'un certain nombre de trains du quotidien. Malheureusement, je ne cible personne, mais on voit bien aujourd'hui que la saturation des infrastructures, notamment sur le train du quotidien, et que le manque d'entretien fait qu'on a de très grosses difficultés pour rendre ce service. C'est tout simplement parce que ces trains du quotidien n'ont pas été entretenus comme il le fallait, notamment les voies, que l'on a de très gros problèmes et des lourdes menaces sur la fermeture de certaines lignes. Les lignes fines de desserte du territoire, autrement dit petites lignes. Donc si je fais un parallélisme avec les autres modes de transport, qui certes ont leurs propres problèmes, je constate tout simplement que si je ne prépare pas l'avenir de ce service public aéroportuaire, à un moment ou à un autre, on va se retrouver bloqué, tout comme on a aussi au niveau aujourd'hui des difficultés au niveau du train. Je ne peux pas répondre de tout, mais j'ai essayé de bien placer le curseur qui est le nôtre pour répondre à votre interpellation. Je ne suis pas droit dans mes bottes, je ne suis pas girondin d'origine, pour reprendre cette expression qui caractérisait bien un élu, mais par contre, je suis déterminé à faire en sorte que nous travaillions d'une manière lucide, prospective, pour vraiment anticiper cette place de l'avion, sans quoi nous arrivons à une infrastructure qui sera totalement démantelée à terme avec des compagnies qui s'en détourneront. Et je pense qu'il y a de la demande pour ce mode de transport aujourd'hui qui va évoluer dans le temps. Technologiquement parlant, nous pourrons en parler. Donc voilà pourquoi nous poursuivons la procédure, parce que nous pensons que c'est un besoin. Le faisons-nous par crainte de nouvelles lois? Non, madame. Ce que nous faisons aujourd'hui, à l'aune d'ailleurs d'une nouvelle législation qui va naître, issue des travaux des conventionnels pour le climat, le Parlement s'en est emparé. Ce n'est pas pour cela que nous faisons, mais tout simplement que la construction d'une infrastructure comme celle-ci, c'est un chantier un peu plus complexe que d'autres. Et donc, nous déroulons encore devant nous au moins une année, voire une année et demie de travaux avant délivrance éventuelle du permis de construire. Donc, nous n'arrêtons pas tout simplement parce qu'on a encore devant nous de très nombreux mois de travail, d'échanges avec les services pour préparer ce chantier. Et une fois que le permis est accordé, il y a bien sûr une phase de préparation des travaux qui est très lourde aussi. Donc, tout ça, nous ne perdons pas de temps tout simplement parce que c'est le calendrier assez classique de ce type de procédure, même si là, le démarrage des travaux pourrait être retardé. Vous faites part de vos doutes sur une charte dubitative sur la portée juridique. Ce qui est solide, c'est la loi. Ce qui est contraignant, c'est la loi. Je ne fais pas la loi sur aujourd'hui l'environnement aéroportuaire. Je ne suis pas maître d'une législation. Je la respecte en tant qu'opérateur public avec mon partenaire Aéroport de Lille. Donc, nous mettons en œuvre ce projet au regard de la loi actuelle et des enjeux à venir. On a pris des décisions quand même qui étaient lourdes sur l'artificialisation des sols, les gaz à effet de serre, les mobilités collectives, la préservation de la ressource en eau, l'électrification de l'ensemble de notre process. Et donc, la seule chose que nous pouvons faire, en confiance avec les élus locaux, c'est signer des chartes d'engagement réciproques. C'est quand même aussi le crédit de la parole publique qui est donné devant une bonne trentaine de maires et de conseillers municipaux qui auront connaissance de cet engagement. L'idée, c'est de faire l'engagement le plus transparent possible dans la limite de nos moyens. Voilà. Peut-être que pour Madame le Duc, Marc-André, sur le service, oui, vous pouvez répondre sur les mobilités collectives. Oui, tout à fait. Donc, en ce qui concerne, vous mentionnez toute l'utilisation des pistes cyclables et la liaison. Donc, de nouveau, on s'engage sur le domaine aéroportuaire, évidemment, de relier les pistes cyclables existantes, pour aller jusqu'à une voie verte. Bon, ce n'est pas dans le périmètre, évidemment, de nos chantiers, de notre mission, mais effectivement, l'objectif, effectivement, c'est de relier de toute façon les voies existantes. Nous nous engageons également à faire des parkings pour vélos au niveau de l'aérogare. Donc, s'il y a de nouveaux projets de développement de voies vertes qui passent près de l'aéroport, c'est clair que nous mettrons tout en œuvre pour nous connecter et pour améliorer la desserte. En ce qui concerne les transports publics,
je pense qu'il n'y a pas une réponse, mais notre objectif, c'est d'avoir le plus de contacts avec le plus de partenaires au niveau de la desserte en transport en commun. Donc, il y en a une que nous gérons en propre, c'est la navette, que nous opérons, c'est une sous-traitance, mais nous l'opérons au départ de l'aéroport de Lille. Nous nous engageons en fonction de l'évolution du trafic à augmenter la fréquence, à passer, elle était opérée dans le passé à une fréquence par heure. Nous engageons en fonction de l'évolution du trafic à passer à 2 et puis à 3 fréquences par heure. Entre-temps, effectivement, la ligne 68 passe par l'aéroport. Là, nous nous engageons aussi à avoir beaucoup plus de visibilité au niveau du terminal. C'est ce qui est en train de se passer. Et je crois qu'effectivement, ça donne une autre alternative aux passagers de rejoindre là les 4 cantons et le métro, tout le réseau du métro. Effectivement, la navette va directement de l'aéroport aux 2 gares. Donc, c'est une alternative finalement à la ligne 68. En parallèle, effectivement, nous discutons aussi pour les lignes à haut niveau de service. Donc, il y a dans le plan directeur de transport, il y a des projets, effectivement, de relier l'aéroport avec des bus à haut niveau de service. Donc, c'est toutes ces possibilités. Et puis, à terme, il y a des transports plus longs, plus lourds, mais qui vont devoir être réfléchis dans les mois et les années qui viennent. Mais donc, je pense que j'ai parlé également dans la présentation des bus arc-en-ciel là, qui desservent plus le sud de la plateforme, et également des accords avec les bus Flixbus, Blablabus. Donc, on crée également une gare de bus au niveau de l'aéroport. Donc, vous voyez, il y a 5, 6 au moins initiatives qui sont lancées pour l'instant pour améliorer la desserte. Donc, l'objectif, un engagement, c'est 17%, mais c'est clair que si nous pouvons aller plus haut, on ira clairement plus haut au niveau de la proportion de transport en commun. Donc, le minimum, c'est d'arriver à 17% à terme, mais on travaille pour améliorer encore ce pourcentage, et on sera enchanté d'avoir beaucoup plus de gens qui viennent directement via transport en commun, vélo ou autre moyen de transport doux plutôt que la voiture. Merci. Alors, Madame Martine B, je retente ma chance. J'ouvre votre micro. Alors, votre micro est ouvert. Je suis désolée, on ne vous entend toujours pas. Je ne me l'explique pas. Je pense qu'il y a un souci sur votre... Alors, je rouvre. Écoutez, je suis confuse, mais votre micro est ouvert et on ne vous entend pas. Je pense qu'il y a un souci sur votre ordinateur, sur le son peut-être. Je sais, voilà, votre micro est ouvert et je pense que sur votre ordinateur, il y a un petit souci. Du coup, je passe la parole à un participant qui s'appelle iPad 9. J'ouvre votre micro. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Pascal Colfenter. Oui, je vous prie de m'excuser pour le sous-titre. Je n'ai toujours pas réussi à mettre mon nom sur les fonctions. Je suis Monsieur Colfenter, j'habite à Vandeville et je suis pilote de ligne accessoirement. D'abord, je voulais répondre aux prédécesseurs. En matière d'aéronautique, on fait beaucoup d'efforts pour diminuer au maximum les gaz à effet de serre. Je viens de vérifier, mon dernier vol, j'ai fait une moyenne de 1,96 litres au 100 par passager. De carburant carboné, évidemment. Et j'ai beaucoup d'espoir quant à l'évolution des modes de transport dans l'aéronautique et surtout pour le transport à hydrogène, mais pour les moyens courriers, moyens et courts courriers. Enfin, c'est pas là le propos. J'ai repris un peu l'histoire de notre aéroport et au lieu de parler de modernisation, j'aurais aimé parler de modernisation. Dans la définition au lieu de parler de modernisation, j'aurais préféré parler de rénovation. Dans le dictionnaire, c'est remettre à neuf par de profondes transformations. Donc, j'ai écouté le passage à 3 millions de passagers environ en 2039. J'en rêve, évidemment. Je voulais parler du cœur de métier d'un aéroport, c'est sa piste.
Et j'ai remarqué que ça n'avait pas été retenu. Alors, il y a 2 points. C'est l'extension des taxiways. Vous allez dire que j'insiste là-dessus, mais si on veut augmenter le nombre de trafic avec des avions moyens courriers, nécessairement, le nombre de décollage-atterrissage va augmenter. Le but étant de diminuer à la fois le bruit et la consommation, il n'y a pas d'autre solution que d'étendre les taxiways aux extrémités est et ouest. Je voulais refaire un cours, rapidement, un petit historique de cette piste de l'île Léquin. Son sort a été scellé le 28 mai 1940. En fait, la première piste en béton a été construite par des unités allemandes, les pistes Est-Ouest et Nord-Sud, en fait, telles qu'elles existent actuellement. Et donc, après la fin de l'occupation en septembre 1944, ça a été réoccupé par l'armée. Et en 1955, on a reconstruit une piste du type OTAN, c'est-à-dire une piste de 2400 mètres avec des marguerites. Les marguerites, ce sont des points de stationnement pour les avions de chasse aux extrémités. Ces pistes OTAN, c'était une réponse à peu près technique au problème de la guerre froide. Une vingtaine d'années plus tard, on a étendu cette piste de 400 mètres vers Fretin. En fait, c'était pas pour l'Équin, en fait, c'était simplement pour servir de terrain de dégagement à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. La piste est passée de 2400 mètres à 2800 mètres. On a fait ça à moindre frais, à mon avis, donc on n'a pas étendu les taxiways, etc. Donc ce but de piste de dégagement a parfaitement tenu son rôle. Et je voulais signaler d'ailleurs que ce rôle avait été bien tenu en 2016, me semble-t-il, avec les attentats de Zaventem, où un grand nombre d'avions ont dégagé de la Belgique. Enfin, voilà. Si on augmente le trafic, nécessairement, il va falloir fluidifier le trafic à la fois en approche et au sol. La seule façon, c'est de faire des dégagements aux extrémités pour diminuer ce sont des problèmes techniques, mais l'utilisation des reverses, diminuer les freinages. Et accessoirement, si on pouvait y mettre des bretelles de sortie rapide, ce serait parfait. Et voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, je n'ai toujours pas compris comment on s'obstine à maintenir la piste secondaire en service. À partir du moment où on va augmenter le trafic aérien sur la piste Est-Ouest, la piste principale, je ne vois pas pourquoi on garderait en service cette piste secondaire qui causera des soucis de fluidité. Et accessoirement, si cette piste pouvait être supprimée, on pourrait s'en servir de zone de parking pour les futurs aéronefs si on voulait augmenter le terrain. Donc ça n'a pas été pris en compte. Voilà. Et puis d'autre part, j'avais une remarque sur les trajectoires. Je suis très étonné de la longueur de la décision que prend la DGAC sur les trajectoires. Je pense qu'il y a un gros problème, c'est en fait la situation de l'aéroport de Lille, de l'Équin, par rapport à la frontière belge. Et je pense qu'il doit y avoir des problèmes de zone. Est-ce que vous pourriez me le confirmer, s'il vous plaît? Merci de votre contribution. Avant de repasser la parole au maître d'ouvrage, je prends la dernière main levée. Monsieur Dehaes qui souhaite reprendre la parole. J'ouvre votre micro. Monsieur Dehaes, vous souhaitiez réintervenir? Bon. Le micro n'est pas ouvert. Ouais, voilà. Ça y est. Oui, non, je n'avais pas de remarques particulières. Je voulais effectivement, et ça a été reprécisé par une personne après moi, donc excusez-moi, je n'ai pas retenu le nom, concernant cette charte avec le CIVOP et sa valeur juridique. Mais bon, j'ai eu des précisions par rapport à ça, je vous en remercie. C'est noté, merci. Je repasse la parole au maître d'ouvrage, M. Coulon, pour répondre à ces différentes remarques. Je prends Oui, Christophe, vous voulez, monsieur Coulon? C'est vous qui pouvez prendre, Marc-André. Oui, vous me complétez, hein, on parle ensemble. Mais effectivement, en ce qui concerne la fluidité des avions, hein, la première question, donc au niveau des 20 000 mouvements annuels, en fait, nous sommes bien en deçà des seuils de saturation. Donc, il n'y a absolument
pas de problème de fluidité au niveau des atterrissages et des décollages d'aéronefs pour l'instant. Donc, effectivement, c'est pour ça, pour revenir aussi à l'extension, c'est pour ça qu'on ne parle pas d'extension non plus, parce que, en fait, la piste principale est suffisante pour augmenter bien plus même le trafic. On ne l'augmente pas bien plus parce que, voilà, comme l'a dit M. Coulon, c'est une croissance naturelle avec une demande au niveau de la région. Donc, on ne veut pas booster le trafic ici à Lille, mais juste répondre à une demande. Et il n'y a pas du tout de saturation au niveau des pistes d'atterrissage. J'en profite également, comme je vois que vous êtes technique, effectivement, et vous connaissez bien le secteur étant pilote vous-même. Il y a des études également qui vont être menées en ce qui concerne tout ce qui est l'approche des avions, les paliers à 3000 pieds plutôt qu'à 2000 pieds. Donc, il y a des études indépendantes qui vont être menées en collaboration avec la DGAC, naturellement, pour apporter des réponses, ainsi que les seuils de piste, le retournement des avions, voir si ça vaut la peine de faire un taxiway, ou bien déjà aujourd'hui les avions peuvent le faire, hein, ou bien obligé finalement au niveau des procédures avec le SNA, la tour de contrôle, voir quelles procédures on a en place. Donc ça, ce sont clairement des analyses qui vont être faites en prenant en compte effectivement tous les paramètres de sécurité, de fluidité, d'optimisation des processus. Donc ça, il n'y a absolument pas de souci à ce niveau-là. La piste secondaire, là, effectivement, c'est plus lié à l'activité de l'aéroclub. Alors là, je peux peut-être passer la parole à M. Coulon, parce que nous, voilà, ce n'est pas un projet commercial de développement commercial. Il n'y a pas beaucoup d'investissements qui sont prévus dans cette zone-là. Donc, c'est plus laisser la liberté aux passagers de découvrir l'aviation. Il y a une école de pilotage qui est là. Et donc, ce n'est pas cette école, finalement, qui va financer le projet, clairement. Mais je pense que c'est de nouveau dans une optique de service public. L'idée est d'accueillir, voilà, d'être ouvert au développement de l'aviation, de l'aérien, d'accueillir des avions électriques, des petits Cessna, des petits avions électriques dans le futur. Ça, c'est l'objectif aussi. Mais voilà, la piste secondaire ne peut pas être opérée par des avions commerciaux, hein, comme vous le savez bien, mais pour expliquer le contexte au public. Mais il y a des demandes au niveau de la région des Hauts-de-France, et je pense que c'est tout à fait... C'était prévu au départ dans le cahier de charge, donc finalement, c'est la région et la MEL qui ont pensé que c'était important de développer soit des écoles de pilotage, soit de l'aviation privée, soit d'aviation loisir sur un site proche de la métropole. Alors, en ce qui concerne tout ce qui est la zone belge, il faut savoir que nous sommes en contact de notre côté. On a rencontré le bourgmestre de Tournai. On a invité les populations belges également à participer à la concertation préalable. Et M. Breton, qui est également présent, pourra aussi confirmer que lui, de son côté, au niveau de l'aviation civile et de l'État, ils ont également pris contact avec les autorités belges. Donc, il n'y a pas de souci. Les trajectoires actuelles survolent des zones peu densément peuplées, donc on ne s'attend pas à avoir de soucis au niveau de l'aviation civile belge. Mais M. Breton, je ne sais pas si vous voulez me compléter. Oui, je dirais par rapport à ça, donc il y avait deux questions. Donc déjà sur la question du maintien de la piste secondaire, vu les niveaux de trafic qu'on connaît aujourd'hui et qui sont dans la projection en 2039, hein, puisque l'expansion de l'aérogare est prévue pour accueillir donc, plus de passagers. En revanche, côté mouvement, je veux dire, on resterait, selon les projections, dans une optique d'augmentation de l'emport moyen, ce qui fait que la courbe de progression des passagers ne serait pas du tout accompagnée par un nombre de mouvements qui serait identique, hein, puisque la progression en nombre de mouvements serait beaucoup plus plate que les passagers, et y compris dans l'option qui amènerait autour de 25 000 mouvements commerciaux, 25 000, 26 000, 27 000.
aujourd'hui, l'aviation générale sur l'île représente à peu près 10 à 11 000 mouvements, ce qui nous fait un total, grosso modo, de 40 000 mouvements. On est tout à fait dans l'épure, et c'est la raison d'être du contrôle aérien, de pouvoir gérer cette mixité de trafic. Si on compare l'aéroport de Lille, le trafic aérien, sur ce qui se fait sur d'autres plateformes régionales, sans parler d'aéroport de Paris, bien évidemment, je veux dire, on est très loin de chiffres qui sont faits ailleurs. Donc, sur la question du maintien ou pas de la piste secondaire, c'est une décision qui revient évidemment au SMALIM et à l'exploitant, mais côté État, on n'a strictement aucune contradiction et aucune demande dans la matière, parce que les conditions sont tout à fait réunies pour que ça se passe bien. Et sur la question des trajectoires, donc on a sans rentrer dans la technique, il y a un espace belge qui nous est délégué, puisqu'évidemment la frontière est très proche, qui est particulièrement utile sur le volet approche. Par les collègues du SNNOR vont être regardées ces questions de palier à 3000 pieds, mais sachant que j'oserais presque dire c'est presque un débat un peu du passé, puisque aujourd'hui on est dans des concepts de descente continue qui sont d'ailleurs bien meilleurs, plutôt que de faire des paliers qui à chaque fois demandent, enfin vous le savez, mais pour le grand public, demandent de remettre de la sortir les volets, voire les aérofreins ou des choses comme ça. Dans le concept de descente continue, on a quelque chose de beaucoup plus lissé et qui permet d'utiliser la gravité des avions pour garder la vitesse et éviter de faire ça au moteur, pour être très, très grossier, quoi. Donc voilà un peu. Donc et concernant les départs, les études, le GT trajectoire qu'on va réunir, va peut-être déboucher, c'est des options dans un système de départ court, peut-être, d'ailleurs c'est sous toute réserve, des parcours départ longs à l'instar de ce qui existe côté ouest, mais très clairement l'espace qui nous est délégué par la Belgique permet de grandes possibilités en la matière. Voilà. Merci. Merci de ces précisions. Monsieur, vous souhaitiez compléter votre intervention, peut-être sans trop rentrer dans les débats techniques où on risque de perdre un certain nombre de nos participants. Non, je ne voudrais pas trop rentrer dans les débats techniques. J'ai simplement retrouvé une préface d'un ancien responsable de la Chambre de commerce et d'industrie de Lille, qui nous écrivait en 2005 « Pauvre Léquin coincé entre Roissy et Zaventem, qui n'en finit jamais de courir après son millionième de passagers ». Ça, c'est en 2005. Le millionième, ça a été atteint en 2007. Et il écrit « Nous scrutons le ciel comme Seran, qui ne voit rien venir. Pauvre Léquin, réduite pour rentabiliser ses équipements, multiplier les charters à bronzer et à rêver d'une compagnie low cost ». C'est pas moi qui l'écris, c'est un ancien responsable. Et lors de préface écrite en 2014, ce même responsable, sur le livre d'ailleurs qui raconte l'histoire de l'île Léquin, il écrit « L'île Lyon, il fallait vraiment être culotté pour oser chanter Orly en 1960. Ce fut la première ligne de Pointe-à-Point sans passer par Paris, ancêtre des compagnies low cost apparues depuis 20 ans plus tard. Etc., etc. Et puis, foin du monopole de la vassalisation par une grande compagnie nationale, etc. Et il compare, le problème, c'est que ce monsieur veut se comparer à un grand aéroport du sud de l'Allemagne. Le problème, c'est que ce grand aéroport, il a changé de position, et ça, il a oublié de le dire. Moi, ce que je veux dire, c'est que Léquin, il n'a pas été choisi, il a été imposé quasiment par l'adversaire. Ça, on peut le prouver dans l'histoire. Au départ, entre 1900, excusez-moi d'être un peu long, mais entre 1900 et 1940, l'aéroport, c'était Ronchin à la place du lycée Federbe. Et en 1940, il a changé de position, cet aéroport lillois. Il s'est retrouvé à l'écart. Et donc, quand on me parle de fluidité, etc., je suis un peu choqué que vous n'insistiez pas sur rénover cette piste. Franchement, je ne comprends pas. Et après, je vais être plus rapide. Si on pouvait avoir les autorisations des derniers paliers à 3000 pieds, voire plus haut, par les autorités belges, avant de commencer les travaux, ce serait merveilleux. Parce que ce que je crains, c'est qu'on ne soit jamais autorisé à le faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Merci, monsieur, de ce complément. Pas d'autres demandes de prise de parole à ce stade, donc je propose peut-être au maître d'ouvrage de répondre à ces éléments. Et puis, sauf demande de prise de parole complémentaire, on pourra s'acheminer vers la fin de notre réunion. Monsieur Breton, vous avez un commentaire à faire sur l'espace belge? Parce que j'avoue que je ne... Non, mais c'est les éléments que j'ai pu donner tout à l'heure. Hein. C'est qu'aujourd'hui, les paliers, je dirais, ça fait partie de la documentation aéronautique sur les procédures. Mais clairement, enfin, faudrait, d'ailleurs, c'est un élément qui sera important à apporter, y compris à la prochaine réunion de la CCE, c'est que d'ores et déjà, les collègues de la navigation aérienne pratiquent les descentes continues de façon très massive. Donc, quelque part, la notion de palier se trouve, c'est un peu mis de côté parce que ça, je dirais, la descente continue répond particulièrement bien aux demandes et aux besoins des riverains qui exigent aussi d'avoir des trajectoires améliorées et fluidifiées. C'est un bullshit, ça. Donc, par contre, sur les 3000 pieds, il faut regarder si l'espace permet de le faire, mais aujourd'hui, en dépit d'un palier affiché à 2000 pieds, les descentes continues sont pratiquées de façon très massive et au bénéfice de tout le monde. Merci. Alors, une dernière prise de parole, c'est Martine B. qui... on va retenter notre chance. J'ouvre votre micro. Votre micro est ouvert. Et je suis désolée, mais on ne vous entend toujours pas. Alors, attendez. Essayez là, votre micro est ouvert à nouveau. Et je suis vraiment confuse, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas comment vous aider. Ce que je peux vous proposer peut-être, c'est que sur le site internet, vous avez la possibilité de poser une question par écrit. Si vous aviez une question précise ou une demande de précision, on pourra vous apporter une réponse peut-être par écrit, puisque là, manifestement, la technique n'est pas avec nous ce soir, malgré nos multiples tentatives. Merci en tout cas. Donc, pas d'autres demandes de prise de parole. Je vous propose qu'on s'achemine vers la fin de notre réunion. Monsieur Desmoulins, garant de la concertation, est-ce que vous souhaitez intervenir? Oui, donc j'observe que tout au long de la concertation préalable, du suivi de la concertation, il y a beaucoup de mesures qui ont été abordées et de précisions qui ont été apportées. Et je redis que le maître d'ouvrage s'est engagé à refaire un certain nombre d'études, notamment celles sur les taxiways et notamment sur les 3000 pieds qui ont été évoqués, tout ça, ce dernier point en liaison avec la DGAC. Et puis je vais souligner un point qui m'a paru important, un point acquis par la concertation, c'est effectivement l'engagement de ne pas augmenter le nombre de vols de nuit d'ici 2039. Ça a été souligné à plusieurs reprises. Mais je voulais dire que c'est un engagement très important qui, me semble-t-il, n'était pas du tout acquis, qui n'a pas été du tout évoqué dans ces termes au début de la concertation au mois d'octobre. Donc, je crois que c'est un élément très important qui mérite d'être souligné. Voilà. En tout cas, bravo pour ces échanges qui me paraissent de bonne qualité. Merci. Merci. Je passe la parole à M. Coulon, peut-être pour le mot de la fin de notre réunion. Oui, le mot de la fin pour ce soir, en tous les cas, parce que, en remerciant celles et ceux qui nous ont écoutés et qui ont contribué, nous mettons là un point final à cette concertation volontaire qui nous permet, dans les mois qui viennent, de cheminer vers le processus d'enquête publique qui se passera, je l'espère, dans des conditions de dialogue beaucoup plus simples, notamment de possibilités en présentiel de pouvoir se réunir. Il y a eu vraiment de grands changements. Marc-André Génard, qui les a rappelés, est allé un peu vite, mais j'aimerais insister sur quand même pas mal de points.
qui me semble utile de mettre en lumière parce que c'est à l'aune de la concertation, des échanges avec le public que des décisions nouvelles ont été prises. L'artificialisation des sols. Nous étions sur un projet déjà modeste, entre guillemets, eu égard au domaine aéroportuaire qui est la propriété donc du SMALIM, mais 17 hectares possiblement à artificialiser. Nous en sommes avec un retrait de 9 hectares et donc un delta de 8 hectares artificialisés nets. Et sachant que sur ces 8 hectares, il y a des obligations réglementaires que nous devons honorer, la réalisation d'un chemin de ronde de près de 4 hectares sur l'ensemble du périmètre. Mais l'idée, c'est bien sûr de répondre à nos obligations, mais de prévoir des matériaux drainants de manière à ce que nous puissions contribuer à l'alimentation de la ressource en eau. Et à proximité de ce secteur, elle est très importante pour la métropole. Le sujet de la neutralité carbone de l'aéroport, même si celle-ci était déjà acquise lors de la signature du contrat, on est allé plus loin dans la concertation, en entendant les observations pour notamment rendre neutre sur le plan des émissions carbone l'ensemble de nos services opérés en escale. Et cela ne faisait pas partie de l'engagement d'Aéroports de Lille au départ. Donc, on a amélioré la copie. Sur le sujet des vols de nuit, les choses ont été dites effectivement beaucoup plus clairement et publiquement, vous l'avez souligné, Monsieur de Molins, mais bien évidemment, il était hors de question pour nous de ne pas prendre en compte les perturbations que l'activité aérienne occasionne le jour, bien sûr, mais encore plus la nuit. Et c'est à ce titre que nous avons, je me répète, mais très clairement dissuadé une compagnie de fret et pas des moindres, à venir chez nous, sans quoi les élus auraient pris des décisions financières très lourdes contre cette compagnie. L'idée, c'est de continuer avec la même volonté, n'en doutez pas, et de traduire dans cette charte dont nous avons parlé, même si sa portée juridique est limitée, même si ce n'est pas un document opposable, mais à un moment entre les élus qui ont des responsabilités et des collectivités auprès desquelles elles s'engagent, la parole donnée doit être respectée, surtout lorsque tout cela est rendu public. Et si je le redis devant vous ce soir, c'est pour que ce soit bien enregistré, bien mémorisé, et en tous les cas, pas un engagement de pacotille ou en carton qui ne sera jamais tenu. Je pense que tout le monde se surveillera l'un l'autre, les riverains, les élus, et l'aéroport surveillera de la même manière les compagnies pour les rappeler à cet objectif. Après, il y a des choses qui nous dépassent dans cet enjeu d'aménagement. Et j'entends des observations qui ont à nouveau été faites ce soir. Elles sont parfaitement respectables. Je les entends, j'en suis conscient. Mais je demande qu'au regard de ces impératifs, de ces enjeux qui sont mis en avant, qui nous dépassent sur le plan juridique, sur le plan de la capacité ou pas à faire, que le responsable public que je suis, en confiance avec Aéroports de Lille, est là pour maintenir un service public, sans quoi, si nous n'investissons pas, si nous ne nous rénovons pas ou si nous ne nous modernisons pas, pour reprendre l'ensemble des termes qui ont été égrenés ce soir, l'aéroport va droit vers des difficultés et je ne refuse, en tant que responsable public, que de laisser ce service de mobilité mourir. On a vu ce que ça a donné dans le train, pour reprendre les sujets qui ont été évoqués ce soir. Les lignes fines du territoire meurent faute d'investissement. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de nous tourner vers les collectivités pour réparer un certain nombre d'erreurs. Je pense notamment au Conseil régional qui investit lourdement dans les lignes fines de desserte du territoire et qui va devoir consentir, si ma mémoire est bonne, dans les 10 ans qui viennent, 800 millions d'euros pour maintenir l'ensemble des lignes fines de desserte de territoire, les petites lignes de train du quotidien. Donc moi, je ne veux pas faire ce pari. En plus, je suis très content qu'Aéroports de Lille me propose d'investir tout cet argent au départ de sa bourse, puisque ces 170 millions d'euros ne comportent pas le moindre argent public. Je pense que le sujet mérite d'être rappelé. Vous n'êtes pas des philanthropes, mais j'ai confiance en vous. Et puisque vous allez exploiter cette plateforme pour notre compte,
bien sûr, le conseil régional ne saurait pas faire votre métier. Vous allez prendre tous les risques financiers, vous l'avez signé, et donc, et vous allez vous rémunérer. Pendant les 20 ans d'exploitation, c'est tout à fait normal. C'est un système de gagnant-gagnant. Et je pense que de ne pas demander à l'argent public de financer cette modernisation d'infrastructure, c'est aussi une sage décision. Et donc, vous devez vous rémunérer et vous représenter FH à ce titre. Donc, je sais que le prochain épisode se situera à partir du mois de novembre, octobre, à partir du moment où nous aurons déposé le permis de construire et l'étude environnementale, et nous retournerons vers le public, les élus, les habitants des communes, la presse, les associations, les collectifs, celles et ceux qui sont les acteurs de la vie de la métropole européenne de Lille, pour entendre, débattre, expliquer et puis améliorer, je n'en doute pas, à nouveau ce projet dans une seconde phase. Nous avons fait un bon premier pas, mais nous pouvons sans doute aller beaucoup plus loin à l'aune de nouveaux enjeux, de nouvelles innovations dont nous allons nous nourrir dans les mois qui viennent. En tout cas, je voudrais vous remercier pour la participation active et surtout pour votre vigilance, Monsieur le Garant, Monsieur de Molins. Merci pour votre accompagnement dans cette étape. Merci beaucoup. Merci à tous et puis bonne soirée. Je précise que le compte-rendu et l'enregistrement vidéo de cette réunion seront publiés sur le site internet du projet. Et j'en profite pour vous souhaiter une bonne soirée. Au revoir à tous, merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir.